Bonjour tout le monde, mon nom c'est Andrea Hull, je suis sage-femme à l'Ordre des sages-femmes du Québec et puis je vais vous parler aujourd'hui de l'hésitation vaccinale. Donc pour commencer, j'aimerais vous partager mes déclarations, mes conflits d'intérêts et puis ma déclaration de positionnalité sociale. Donc je reconnais que je bénéficie d'une position de pouvoir qui est non méritée, puis j'ai aussi une position d'influence dans le cadre de mes fonctions à l'Ordre des sages-femmes du Québec. Donc j'essaie toujours d'être consciente de cette position-là lors de mes présentations. On va commencer aujourd'hui par une reconnaissance du territoire non cédé, des terres où est-ce que j'habite. Puis j'aimerais aussi partager une partie de nos histoires partagées qui est trop souvent passée sous le silence. Donc, l'arrivée des colons européens dans les Amériques à partir du 16e siècle a entraîné la mort d'entre 50 puis 100 millions de personnes autochtones. C'était en grande partie causé par les déplacements massifs, par des famines forcées et puis aussi par des guerres, puis des infections causées par des maladies infectieuses qui ont été introduites comme la variole. Donc en 1763, on a des lettres qui ont été échangées entre Jeffrey Amherst, qui était le gouverneur britannique de la Nouvelle-France, puis Henri Bouquet, un officier suisse. Puis dans ces lettres-là, ils discutaient de leur plan d'offrir des couvertures contaminées à la variole aux communautés autochtones pour les infecter délibérément. Donc, leur projet documenté illustre quand même une intention génocidaire claire, même si peu reconnue à ce jour, notamment en Suisse où Henri Bouquet est encore honoré. La raison que je vous parle de ça aujourd'hui dans le cadre de l'hésitation vaccinale, c'est parce que quand on reconnaît l'histoire qui existe et le contexte autour de certaines pratiques publiques de santé publique, on voit qu'il y a des groupes qui ont été largement marginalisés, puis largement maltraités, dans le fond, dans le passé, par des personnes dans des positions d'autorité. Puis pour plusieurs groupes, l'hésitation vaccinale, il ne s'agit pas d'un manque d'éducation ni d'une opposition irrationnelle, mais vraiment d'une réaction, lucide face à une longue histoire de trahison médicale puis de violence systémique. Donc, j'aimerais qu'on reconnaisse cette histoire-là aujourd'hui pour pouvoir voir en quoi consiste l'hésitation vaccinale. Donc, voici la définition de l'hésitation vaccinale de l'OMS. En la lisant, je trouve que c'est quand même très intéressant de voir qu'on ne parle pas de peur. Mais on sait dans notre pratique que la peur joue quand même un rôle assez central. On a peur des effets secondaires, peur de l'inconnu. On a une peur alimentée par la désinformation puis par des expériences médicales passées négatives. On a aussi beaucoup de méfiance envers les compagnies pharmaceutiques, l'État, le gouvernement, les politiciens. Puis maintenant, aujourd'hui, face aux scientifiques puis le corps médical aussi. Donc, c'est quand même surprenant parce que la vaccination, dans le fond, dans les 50 dernières années, a sauvé l'équivalent de 6 vies par minute pour chacune de ces minutes-là dans les 50 dernières années. Puis on a sauvé au-dessus de 154 millions de vies. Puis pour chaque vie qu'elle a sauvée, les personnes qui ont survécu ont vécu en santé pour une moyenne de 66 ans. L'hésitation vaccinale fait partie des 10 plus grandes menaces à la santé globale, parmi l'Ebola, les changements climatiques et la résistance antimicrobienne. C'est quand même très significatif. Pour vous offrir un peu plus d'histoire, on sait que l'hésitation vaccinale existe depuis que la vaccination a été inventée. Le premier vaccin officiel contre la variole a été fait en Angleterre par Edward Jenner. Puis ça, on avait de l'hésitation vaccinale malgré le fait que 100% des enfants, ou presque, mouraient de la variole. Et puis chez les adultes en santé, on avait un taux de décès à peu près de 20 à 30% des personnes qui étaient infectées. Et puis la variole tuait généralement entre 10 puis 20% de tous les décès de l'époque. Donc, l'hésitation vaccinale, c'est pas nouveau. En 1882, quand la Suisse a apporté la vaccination obligatoire pour la variole, contre la variole, les milieux, dans le fond, milieux surtout rural, protestants, ont vraiment refusé la vaccination. Ils se méfiaient d'État, ils craignaient les effets secondaires, puis pour certains, vacciner allait carrément contre la volonté divine.
Donc, au Canada, c'est un peu la même histoire, mais avec quelques nuances. Donc, à Montréal, carrément, il y a eu des émeutes en 1880, quand l'épidémie, la variole a frappé. Puis, les campagnes de vaccination forcée ont déclenché des émeutes à Montréal. La méfiance était très forte chez les francophones, les catholiques, les ouvriers, qui voyaient la vaccination comme une imposition de l'élite anglaise puis de l'Empire britannique. Donc, dans ces deux cas, c'est vraiment juste voir que l'hésitation s'enracine dans un contexte vraiment social puis historique. Euh, Quand on considère ce contexte social puis historique-là, il y a plusieurs autres éléments. Donc, je vais regarder mon autre écran pour mieux voir mon image. On voit que c'est vraiment, l'hésitation, elle est multifactorielle, très complexe, puis vraiment individualisée pour chaque personne qui doit prendre la décision ou non de se faire vacciner ou de vacciner leur enfant. Les décisions que les gens vont prendre par rapport à la vaccination vont être influencées par leur niveau de confiance dans les différents systèmes puis les différents acteurs qui jouent autour des questions de la vaccination. Et puis, c'est super important quand on a des discussions sur la vaccination de comprendre que c'est pas une question de juste avoir de l'information biomédicale. Dans le continuum de l'hésitation, on voit qu'il y a à peu près 30 à 50% selon l'OMS des gens qui se retrouvent vraiment dans cet espace-ci. Puis on a à peu près 1 à 3% qui vont refuser tous les vaccins avec conviction. Puis on a à peu près un 40 à 50 personnes qui vont accepter toutes les vaccinations avec confiance. La plus grande erreur qu'on fait avec la vaccination, c'est de croire à tort que la vaccination existe en binarité. Quand on regarde un peu plus précisément les stations vaccinales en Suisse puis au Québec, on voit qu'il y a quand même beaucoup de, sem- de similarités. On voit qu'il y a à peu près un taux de 30% des gens qui vont avoir des stations vaccinales. 1 à 3% à peu près de tous les parents vont refuser les vaccins pour leur enfant, ou refuser, pardon, tous les vaccins pour leur enfant. Puis généralement, la principale cause d'hésitation, on le voit, c'est vraiment la crainte par rapport à la sécurité des vaccins. Il faut faire très attention, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, par rapport aux facteurs démographiques. Il y a plusieurs personnes qui vont vivre l'hésitation vaccinale. Et puis, il y a plusieurs personnes aussi qui vont être représentées dans toutes les sphères de la société. Donc, généralement, ce qu'on voit, par exemple, c'est que les gens qui ont plus tendance à avoir une hésitation vaccinale forte ou qui vont refuser des vaccins vont avoir vraiment vont vraiment être des adeptes de médecine alternative et complémentaire. Les tendances dans le temps sont vraiment stables, donc l'hésitation vaccinale demeure relativement inchangée, mais on pense qu'on a commencé à, ben, pas on pense, on voit plus de cas d'hésitation vaccinale depuis la pandémie. L'hésitation chez les professionnels de la santé, j'ai trouvé la documentation à l'effet de 5% chez les médecins non pédiatres en Suisse, qui est quand même significatif, puis des taux de 35% en général pour les professionnels de la santé au Québec. Donc, quand on regarde en France, qui est le pays en Europe où est-ce qu'il y a le plus d'hésitations vaccinales, on voit que vraiment, ça revient encore à l'effet de la sécurité vaccinale. C'est l'enjeu qui empêche le plus de parents d'être confiants par rapport à la vaccination. Et puis d'avoir lu ou entendu des informations négatives à son sujet dans les médias serait la deuxième cause la plus rapportée. Donc, on a vraiment des gros éléments puis des gros enjeux de désinformation dans les médias sociaux puis dans les médias qui ont cet impact-là très négatif sur la santé des communautés puis la santé individuelle. Dans cette étude qui a été publiée ce mois-ci, en fait, sont allés regarder les déterminants psychosociaux de l'hésitation vaccinale ou de la confiance vaccinale au niveau des professionnels de la santé au Canada, puis surtout chez les infirmières au Québec, mais ça incluait aussi des études sur les sages-femmes. Puis, quand on regarde vraiment dans l'agrégat de l'information, euh, il y avait 3 déterminants psychosociaux qui influençaient le plus l'hésitation vaccinale ou la confiance vaccinale. Et puis, c'était vraiment les éléments suivants. Donc, la confiance vaccinale, la confiance envers les autorités, puis notre impression d'efficacité proactive, notre sentiment d'auto-efficacité pour vraiment être en mesure d'aider les personnes à prendre des décisions par rapport à la vaccination. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer des experts mondiaux sur la vaccination. Donc, dans le cadre de conférences de santé publique, j'ai eu
des occasions d'avoir des longues discussions vraiment merveilleuses avec Gaston Dessert, Arnaud Gagneur. J'ai rencontré Caroline Quatch, Eve Dubé, Maryse Gay. Donc, c'est toutes des personnes qui valent vraiment la peine de faire un petit coup Google, surtout si vous êtes au Québec. Puis pour les personnes suisses, ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là, généralement, vont influencer les décisions qui vont être prises par les autres pays. Leur sommité dans le monde de l'immunologie est vraiment impressionnante. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que pour notre clientèle, c'est nous les experts. Donc, ils n'ont pas nécessairement la chance d'aller à des conférences comme ça, puis de rencontrer des immunologistes puis des microbiologistes de renommée mondiale. Et puis, ce qu'on sait, c'est que la façon que les professionnels de la santé puis que les sages-femmes se sentent par rapport à la vaccination, puis leur niveau de confiance au niveau de leur capacité à faire un counseling efficace, puis de répondre aux questions des personnes par rapport à la vaccination, c'est le point qui va le plus influencer, dans le fond, leur capacité à faire une différence dans l'hésitation vaccinale. Puis l'hésitation vaccinale, c'est un état qui est très inconfortable. Puis généralement, les gens ne veulent pas se retrouver dans cet état-là, de ne pas être certaine de faire la bonne chose pour eux, elles ou pour leur enfant. Voici un tableau qui était dans l'article que je viens de vous montrer. Puis ce qu'on voit, c'est que le plus important par rapport à la vaccination revient à ce qui est le plus important dans les discussions choix éclairés. Et c'est vraiment en lien avec notre capacité à vraiment cibler puis comprendre les enjeux qui sont les plus importants pour notre clientèle. Donc, de comprendre leur motivation, puis d'avoir le temps d'avoir ces échanges-là pour comprendre leurs préoccupations et de pouvoir faire dans un esprit d'égal à égal, dans le fond, un échange va vraiment venir renforcer leur sentiment de confiance, d'accepter les recommandations qu'on va faire par rapport à la vaccination comme étant le choix le plus sécuritaire pour leur santé ou pour la santé de leur enfant. Donc, pour pouvoir dire cette phrase-là, il faut y croire. Il faut croire que la vaccination, un petit peu comme se brosser les dents, comme allaiter ou comme attacher sa ceinture, pour la majorité des personnes, c'est ceinture de sécurité quand on conduit. C'est des décisions, dans le fond, qu'on n'a pas besoin nécessairement de s'attarder longuement puis d'avoir des craintes par rapport à ces gestes-là, qui sont des gestes qui sont reconnus comme étant extrêmement bénéfiques. Donc, ça, c'est un article qui a été publié par Arnaud Gagneur sur l'entretien motivationnel par rapport à la vaccination. Donc, l'entretien motivationnel, c'est une approche qui est vraiment cadrée en 4 étapes pour soutenir les professionnels de la santé, dans le fond, à créer un dialogue avec les personnes qu'on souhaite motiver un changement, mais évoquer un changement qui vient d'eux-mêmes, parce qu'on sait que c'est ces changements-là qui vont être le plus permanent, positif, puis apporter un sentiment de fierté. Donc, l'objectif premier, c'est de créer un lien de confiance puis un espace sécuritaire qui va permettre à la personne d'exprimer librement ses opinions, ses croyances puis ses zones d'incertitude. Ensuite, ce qu'on veut comprendre, c'est quoi qui est le plus important pour la personne. Généralement, ce qui est le plus important pour les personnes enceintes, c'est notamment que leur bébé soit correct, que leur bébé soit en santé. Mais ça va se dessiner différemment pour chaque personne. Donc, on ne peut pas assumer que c'est ça la chose la plus importante pour elle. On veut ensuite venir offrir de l'information pour construire ensemble les connaissances qui sont justes dans le but d'orienter leur prise de décision vers une intention vaccinale. Donc, il faut fournir des informations qui sont justes, qui vont adresser les éléments de préoccupation et qui sont vraiment les plus importants pour la personne. Donc, on ne va pas commencer à parler de choses qui ne sont pas importantes pour la personne parce qu'on va les perdre, puis on va perdre l'enjeu d'évocation. Puis finalement, le plus important, c'est vraiment de clarifier que c'est eux qui détiennent l'autonomie décisionnelle. Et puis que nous, on va respecter leurs décisions, puis on va reconnaître que leur décision, c'est la bonne pour eux. Donc, généralement, les gens, quand ils entendent parler de l'entretien motivationnel, ils vont dire, ah ben dans le fond, c'est comme la manipulation. Euh, L'entretien motivationnel peut seulement s'opérer dans l'esprit de l'entretien motivationnel. Puis il y a 4 principes directeurs, c'est la compassion, l'acceptation, le partenariat, puis l'évocation. C'est vraiment la base puis le cœur de la pratique. Il faut être dans un espace où est-ce qu'on a un regard positif inconditionnel de la personne devant nous,
qu'on respecte entièrement leur droit de changer ou non d'avis, puis de comprendre ça avec empathie, puis de comprendre leur position. Le partenariat, ça veut dire vraiment que ce que eux apportent dans l'échange est aussi important que ce que nous, on apporte, puis le dialogue, il est honnête. On n'est pas juste en train d'attendre qu'ils finissent de parler pour pouvoir leur donner de l'information. Quand on veut voir comment on peut contrer l'hésitation vaccinale, les éléments les plus importants, vraiment, sont autour de la désinformation, de l'éducation puis l'information, l'entretien motivationnel, puis aussi de repérer puis de traiter l'anxiété lorsqu'elle est présente. Comme on le sait avec l'éco-anxiété, l'hésitation vaccinale, parfois, va être l'élément qui vient à la surface, mais qui dénote vraiment une anxiété non traitée sous-jacente qui va être pénible pour les personnes qui vivent ça pendant leur grossesse, puis qui va avoir un impact à long terme sur leur santé mentale, puis la santé mentale de leur enfant, puis de leur famille. Si je pouvais donner des conseils sur l'immunisation à l'hésitation vaccinale dans l'enseignement aux sages-femmes, je pense que le plus important, vraiment, c'est de reconnaître les torts passés, puis d'être en mesure de discuter de la légitimité des préoccupations, puis d'avoir une discussion nuancée. Les vaccins ne sont pas parfaits comme n'importe quel autre traitement. Ils ont des avantages et des désavantages. Et c'est de voir à quel point que les avantages surpassent nettement les désavantages, tant au niveau individuel pour la très, 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 très grande majorité euh, qu'au niveau, dans le fond, communautaire. Il faut être assez informé pour avoir l'information, pour être en mesure de débunker les mythes puis la désinformation autour. Et puis, ça vaut vraiment la peine aussi de partager l'efficacité puis la fiabilité des systèmes de sécurité puis de surveillance vaccinale qui sont en place dans les pays au PIB. Puis, je pense qu'une fois que les professionnels de la santé comprennent les décisions qui sont prises, pourquoi puis par qui sont prises, puis les systèmes qui sont en place pour assurer la sécurité, ils peuvent laisser tomber l'hypervigilance par rapport à la prise de décision, puis par rapport à leur hésitation avec la vaccination. Puis finalement, évidemment, il faut regarder à l'intérieur de nous-mêmes, puis reconnaître nos propres biais, puis reconnaître aussi comment que l'hésitation vaccinale a affecté notre pratique, a affecté notre façon de faire des discussions choix éclairés, puis a affecté tu sais, nos choix qu'on a fait dans nos vies aussi. Donc, moi, la première, j'ai vécu énormément d'hésitation vaccinale pendant des années, et c'est seulement quand j'ai commencé à étudier l'effet de l'hésitation vaccinale et de comprendre le processus, comment que j'étais un terreau fertile, si on veut, pour les stations vaccinales de par mon métier, que j'ai commencé à comprendre comment que je pouvais déconstruire puis détricoter cet élément-là qui avait vraiment une très grande emprise dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, j'aimerais vous partager 4 articles d'importance pour conclure. Les différents articles, dans le fond, je les ai classés basés sur l'audience que j'ai devant moi aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller les consulter. C'est tous des articles qui sont disponibles gratuitement via Google Scholar. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, puis je vous encourage à faire confiance à la vaccination en vous informant sur tous les processus qui sont autour pour rendre ça non seulement sécuritaire, mais aussi intéressant. C'est intéressant à apprendre sur tous ces processus-là. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, puis merci de prendre le temps d'apprendre plus sur la vaccination aujourd'hui. Bon, là, il faut que j'arrête la vidéo, puis je sais pas comment. OK, on va la voir. Bonne journée tout le monde.